suis très heureux de vous retrouver. Notre invitée principale ce soir, c'est Christine Bravo. Cécile de Minibus, bonsoir. Oh, pardon. Non, c'est vrai, à force de vous voir avec Coé, Christine. Alors, Coé, dont vous étiez la sniper dans l'émission Ça va se Coé, encore récemment sur TF1, vous avez déclaré, Christine, en parlant de Coé, j'ai découvert un type drôle, élégant, paternaliste et viril, humble, généreux, très à l'écoute. On parle bien du même Coé. Oui, exactement. C'est lui. Et je reconnais que Voilà. j'ai été victime de préjugés et c'est très mal de ma part. Voilà. Vous avez dit, il m'a vraiment bluffé. Ah ouais, Vous avez vraiment arrêté de boire, Christine. Alors, Christine, vous connaissez l'émission. En P1, nous serons tous les deux. Nous parlerons de vous, de vos origines, votre enfance, votre adolescence, vos débuts, votre carrière, vos succès, jusqu'au livre qui vous amène aujourd'hui, un roman intitulé Foudre, et publié chez XO, l'histoire d'un coup de foudre pendant les Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996. Vous dites, c'est pas autobiographique, pourquoi le mec est toujours avec sa femme Écoutez, qui n'a pas aimé deux femmes à la fois? Bien sûr. Qui n'a pas eu un dilemme amoureux? Donc j'ai observé chez mes amis les dilemmes amoureux. C'est-à-dire on peut être bien marié et tomber amoureux. Et là, effectivement, c'est de cela qu'il s'agit. Nous en parlerons. En P2, nous accueillerons deux nouveaux invités pour commenter avec nous l'actualité de la semaine. Claude Bartolone, député PS de Seine-Saint-Denis, président du Conseil général de Seine-Saint-Denis, le trompas du 9-3. Enfin, quand on voit Barça, les mecs du 9-3. Bon, enfin, bon. Toujours en P2, nous recevrons Patrick Bruel, Patrick Bruel, qui nous avait donné rendez-vous il y a 10 ans. Ça tombe bien, c'est ce soir. En P3, après le zapping et Guillon, nous accueillerons notre invité du samedi 20h. Ce soir, Morgane Vallée, pour son livre témoignage « J'ai toujours dit qu'il recommencerait » chez O Éditions. Voilà, l'émission s'appelle « Salut les Terriens » et le groupe Les Gréments de Fortune. En fait, Christine, on n'est pas là pour parler de Coé, mais pour parler d'un livre qui est très bon, qui s'appelle Foudre, publié chez XO Éditions et qui a de très bonnes critiques. C'est beaucoup de travail. Hein. Ouais. Ça se passe en 1996 à Atlanta, au moment des Jeux Olympiques. Dans l'ascenseur de l'hôtel Westin, Anna et Sam se croisent furtivement. Elle est allemande, elle est interprète. Lui, il est français, il couvre les Jeux Olympiques pour Canal+. Ils sont tous les deux heureux en amour, et pourtant, c'est le coup de foudre. C'est love at first sight, et une passion torride. Alors, c'est extraordinaire. En 1 minute, le temps de passer du lobby au 48e étage, dit-elle, je l'avais dans la peau. Ouais. Pourquoi tu te secoues comme ça? C'est un tic. Mais c'est ça, un tic. J'ai vu C'est mon côté Sarkozy. J'ai vu Sarkozy. C'est mon côté Sarkozy, ouais. Mais je réussis mieux que lui. Oui. Alors, donc, en 1 minute, elle l'avait dans la peau. Ouais. La première nuit, ils ne couchent pas ensemble. Hein. Non. Mais ils sont au paroxysme du désir. Ouais, ça t'est jamais arrivé? D'être au paroxysme du désir sans coucher, non. Qu'est-ce que vous avez fait? Ah ben, moi, j'ai rien fait. Ah d'accord, oui, c'est vrai que c'est un roman. J'ai essayé de te piéger, mais ça marche pas. Non. Alors, l'héroïne dit, c'était pire qu'une pulsion érotique, c'est un besoin de fusion totale. Ouais, comme quand on tombe amoureux de quelqu'un. Non mais arrête, fais pas Quoi? l'imbécile. Ça t'est forcément arrivé. Ouais, il y a une autre phrase qui est « La vérité, c'est qu'on n'a pas arrêté de baiser jusqu'à la clôture des Jeux, quand même. » Et oui. Et ça dure combien, les Jeux? 15 jours, quand même? Ouais. 3 semaines. 3 semaines, disons. 3 semaines. Ouais. Et effectivement, j'ai pu m'apercevoir que les grands reporters n'étaient pas toujours très fidèles. Mais ça, je le savais déjà, puisque j'avais déjà été mariée, moi, et j'étais mariée avec un grand reporter. Avec un grand reporter. C'est pour ça qu'ils font grand reporter. Qui lui était fidèle d'ailleurs, oui. Au passage. Et simplement, effectivement, c'est des occasions, tu es loin de chez toi, tu tombes raide de quelqu'un. Est-ce que c'est vraiment trompé si l'autre ne le sait pas? Non. 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 Je ne l'ai pas fait, mais si ça m'était arrivé, je n'aurais pas considéré que c'était trompé. C'est assez chaud le bouquin, hein, quand même. Hein. La gonzesse dit, il fallait qu'on soit en permanence l'un dans l'autre, quand même. Et alors après, j'ai bandé sans interruption du 16 juillet au 5 août. C'est le mec qui dit ça. Ça, c'est le mec qui dit ça. C'est le mec qui dit, ah oui, d'accord. Oui.
Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me disent que j'écris mieux dans la peau de l'homme, peut-être, que dans la peau de la femme. Il se trouve que je suis très influencée par Bukowski, par Fante, enfin, je vais pas te faire un dessin. Il est beaucoup question d'Hemingway dans le livre. Oui, parce que... Et du sud des États-Unis. Parce que Hemingway, il lui est arrivé cette histoire. Il a quitté Adlai, sa femme adorée, pour sa maîtresse, Pauline. Et quand il va se tirer une balle dans la bouche à 62 ans... 62. C'est pour ça, oui, c'est pour ça que... C'est pour ça qu'il faut... C'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper d'amour. Voilà, donc au retour d'Atlanta, vous écrivez 100 pages, et puis vous êtes happé par Union Libre, gros succès à la télévision, et vous avez repris ce texte, Christine, 14 ans après. Vous attendiez que la femme meure ou quoi? Alors donc bientôt vous allez partir à New York pour écrire, pour faire que ça? Si après cette émission les gens se précipitent dans les librairies, ouais. Alors votre rêve c'est d'écrire, c'est de rester enfermé à écrire. Maintenant, oui. En fait vous avez fait de la télé pour payer l'appartement, quoi, un peu. Non mais la télé c'est mon métier, donc le métier des gens c'est pour payer l'appartement. Ouais. Et puis ce métier en plus, dis donc c'est de ta faute, hein. Ah oui. Je veux dire, l'appartement, tu l'as acheté au moment de Froufrou, non? Ouais, mais j'ai pas fini de payer, j'ai jusqu'à 2012. Ah putain, mais c'est dans pas longtemps, 2012. Ouais, fallait me filer plus de thunes à l'époque. Non, il était généreux. Non, Christine, quand vous parlez de Coé, vous dites nous venons tous les deux. Qu'est-ce que t'es jalouse ou quoi? Ah bah, un peu, oui, non, mais vous dites nous venons tous les deux d'un milieu modeste, ce lien nous unit. Et c'est vrai que vous venez d'un milieu modeste, comme moi d'ailleurs. Votre père, Antonio, qui a commencé comme maçon. Votre mère, Carmen, sténodactylo. Donc, c'est des gens simples. Et vos grands-parents paternels étaient des réfugiés politiques qui avaient fui Franco. Alors, assez douée, Christine. Hein. À 4 ans, vous savez déjà lire et écrire. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Alors, adolescence agitée. Hein. Entre 6e et terminale, 5 écoles. 7. Me faisait virer tous les ans. Ce qui est terrible, c'est que votre père, plus personne ne vous voulait à l'école. Alors, il était obligé d'aller voir les bonnes sœurs en disant « Je vous refais la chapelle gratuitement si vous la prenez. » Papa, merci, mon chéri, mon amour. Voilà. Alors, à 14 ans, vous êtes très, très midinette. À 14 ans, vous avez des posters de Julien Clerc dans votre chambre. Et enfin, attention, midinette, Julien Clerc avec des paroles de Rodagil. Oui, oui. Et alors, voilà. Et en 92, vous accueillez Julien Clerc dans Froufrou. Vous l'obligez à s'habiller en prince charmant. Et quand il s'approche de vous, vous lui dites « Fous-moi la paix ». Oui. C'est juste pour dire aux gens qui nous regardent que tout est possible. J'avais 14 ans, j'avais des boutons plein la tronche, vraiment. J'étais pas très belle, j'étais hyper complexée avec mon nez, enfin tu vois, le truc tu l'as gardé d'ado, en même temps. Voilà, non mais horrible. Et donc, je disais aux filles, un jour, Julien Clerc sera à mes genoux. Et les filles, évidemment, disaient la pauvre fille. Mais des années après, j'ai dit à Julien Clerc, écoute, il faut absolument qu'elle sache que c'était possible. L'autre, tu m'as dit, arrête, je vais passer pour un con. Et je confirme, il est passé pour un con. Mais c'est formidable, ça veut dire que tout est possible. Agnac. Alors, à 17 ans, vous rencontrez Jean-Paul Sartre, venu à Villeparisis pour soutenir un centre d'ados rebelles. Oui. Et vous lui dites, moi, je suis une ado rebelle. Oui. Et surtout, il allait créer un journal qui allait s'appeler Libération. Ben voilà. Et le mec a été assez scié que j'ai lu Les chemins de la liberté, Le mur, évidemment, qui parle de la guerre d'Espagne. Et il a été scié par ma connaissance de son œuvre. Puis surtout, il a été scié aussi par votre papier sur le suicide. Et il a appelé vos parents pour dire, votre fille est un écrivain. Comment tu sais ça, toi? Ah, bien. Ah. Comment tu sais ça? Malheureusement, après, comme j'ai quitté mes parents à 18 ans et que j'avais un môme sous le bras, je suis allée à la fac avec le couffin. On va en parler. J'ai pas pu, hélas, me payer l'école de journalisme. Le jour de vos 18 ans, vous claquez la porte en disant « Bande de bourgeois, vous ne me reverrez jamais. » Alors là, c'est dur. C'est affreux. Non, là, c'est dur. Vous vivez dans une chambre de bonne qui fait 13 mètres carrés. Non, c'était pas une chambre de bonne, c'était un hôtel de pute. Ah. Et elles étaient formidables. Et moi, j'avais pas compris que c'était des putes. Et je les voyais tout le temps monter avec des mecs et descendre et tout. Et elles me mettaient des croissants. En fait, j'étais proxénète parce qu'elles me payaient ma bouffe. Elles me payaient ma bouffe. Elles me payaient des habits. Elles m'entretenaient. Et un jour, je dis, mais vous êtes vachement gentille. Vous êtes comme des mères pour moi. Qu'est-ce que vous faites comme travail? Vous faisiez des ménages quand même pour vivre à l'époque. Oui, vous vendiez de la lingerie chez Tati. Oui. Non, mais Ma patronne disait,
Christine Bravo, vous rangez trop mal vos bagues de chaussettes, jamais vous ne passerez au soutien-gorge. Et moi... Alors ensuite, faites le concours de l'école normale pour devenir instituteur. Bah oui, parce que c'était payé. 4 000 francs par mois. Mais c'était énorme. Mais je devais 10 ans à l'État. Ouais. Et là, vous devenez maîtresse à Belleville. Ouais. Et vous commencez une chronique dans Libération qui s'appelle Maîtresse à Belleville. Sauf que c'est dégueulasse, parce qu'après la célébrité de cette chronique à Libé, je vais arrêter la classe. Je vais planter la classe de Belleville. Ça, c'est pas bien. Il faut sauver sa peau. Hein. Oui, on est d'accord. Alors ensuite, vous débutez à la télévision avec Frédéric Mitterrand dans Permission de minuit en 1988. Vous engueulez avec Mitterrand? Oui, comme avec tout le monde, quoi. Ouais, je veux dire, comme avec De Chavannes. Comme avec moi. Comment vous dire, quand on est jeune et qu'on est une fille de réfugiés politiques espagnols, on est combatif. Et donc, effectivement, j'aimais pas les patrons, en fait. C'est pas tellement... J'aimais pas que quelqu'un me dise c'est comme ça qu'il faut faire et c'est ça qu'il faut faire et tais-toi. Et voilà, donc je claquais des portes. Alors, je rappelle le titre du livre, donc ça s'appelle Foudre, c'est chez XO Éditions, ça se passe aux Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996, où Christine a battu un certain nombre de records du monde. Nous sommes toujours en compagnie de Christine Bravo. Et nous accueillons Claude Bartolone et Patrick Bruel. Claude Bartolone, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député PS de Seine-Saint-Denis, président du Conseil général de Seine-Saint-Denis. Vous êtes le trompas du 9-3. Voilà. C'est chez vous ici en plus. Oui, bien sûr. Ouais. Alors le dimanche, Claude, il va serrer des mains sur les marchés en survêt blanc. Hein. Non, c'est vrai que par solidarité avec les voitures qui brûlent, la vôtre a des vides fumées? Non. Mais je vais vous raconter une histoire. On vient de nous nommer un préfet qui est là pour rétablir la sécurité. Une semaine après qu'il a été nommé, on m'a piqué ma bagnole. C'est vrai, oui. Ça commençait bien, hein? Ça se passe très bien. Et ils l'ont toujours pas retrouvé. Hein. Ah ouais. Donc je fais un appel. C'est quoi comme caisse? C'est une Laguna bleue. Donc. Il faut vous acheter une Merco maintenant que vous êtes le patron du 9-3. Ouais, dans ma Benz, ça faut pas déconner. Hein. Alors, la Seine-Saint-Denis peut exploser à tout moment, avez-vous déclaré. Vous vouliez alerter l'opinion publique ou juste dire c'est de la bombe, bébé? Ah, malheureusement, j'aimerais bien dire c'est de la bombe, mais il y a une vraie inquiétude. On n'a jamais eu une aussi grande tension. Jamais eu autant de pauvreté, jamais de jeunes qualifiés ou ayant des diplômes au chômage. Et pour moi, c'est toujours le mauvais signal. Alors, on rajoute là-dessus 500 enseignants en moins, on rajoute là-dessus des services publics à la ramasse, on rajoute un symbole. Est-ce que vous vous rendez compte que si vous allez demander une carte d'identité ou un passeport à Paris, on vous le fait en 15 jours, ici, c'est 8 semaines et 9 semaines. Puis la queue commence à 5 h du matin, surtout. Voilà, et notamment pour tous les étrangers qui doivent renouveler leurs papiers. Donc, il y a un sentiment de... Voilà, on ne vit pas comme les autres, de l'autre côté du périphérique. Et nous, on ne demande qu'une seule chose, on ne demande pas l'aumône. On demande l'égalité républicaine. Alors vous dites, quand j'entends le discours sur la ghettoisation, je réponds, on est déjà dans un ghetto. Bien sûr. Seuls s'installent ceux qui n'ont pas le choix, alors que s'enfuient tous ceux qui peuvent s'enfuir. Bien sûr. Quand d'un seul coup, vous avez l'impression qu'il n'y a pas la sécurité, que l'école n'est pas de bonne qualité, et qu'en plus... vous avez toutes les chances d'être discriminés parce que ce sont des enfants de couleur qui sont bien souvent dans ces quartiers. Eh bien, à un moment donné, vous dites, la République du XXIe siècle, c'est là où elle doit s'inventer. Moi, je veux que dans ce département où l'on vient de 140 pays différents, où l'on est de toutes les couleurs, de toutes les religions, eh bien, qu'on soit capable de montrer que la République, ses valeurs, c'est pas pour grand-papa, c'est aussi pour aujourd'hui, et que l'on montre à tous ces jeunes, tous ces mômes, qu'ils ont une chance d'être de bons Français. Un big up. Alors, Claude, vous dites en Seine-Saint-Denis, il manque au moins 400 policiers. Ça serait pas plutôt 3 compagnies de parachutistes et 10 000 sacs de sable qui manquent? Non, mais justement, moi, je veux éviter ce sentiment catastrophique. Ouais. Donc, je dis attention. Et puis après, je ne vais pas vous raconter des histoires. On a besoin de police judiciaire pour casser les trafics qui se sont installés dans un certain nombre de cités populaires. Vous savez, ils se sont rendus compte qu'il y avait trop de flics sur Paris.
Du coup, ils se sont dit, on va aller en banlieue, on va être tranquille. Et moi, je ne veux pas qu'on ait le sentiment qui s'installe chez nos jeunes que pour réussir, il faut être ou trafiquant de drogue ou Zidane. Il y a quand même eu un signal d'alarme assez édifiant en 2005. Ouais, bien sûr. Et qu'est-ce qui aurait, aux yeux de ces gens-là, qu'est-ce qui aurait changé depuis 2005? Mais c'est justement pour ça que j'ai voulu pousser ce signal d'alarme en disant, attention, on est sur une poudrière. C'est que en 2005, tout le monde a vu que ça a explosé. Donc, on a eu le président de la République qui est venu faire des discours. On reçoit un ministre tous les 3 jours. Hein. Et puis, les parents, à l'époque, nous avaient beaucoup aidés à ramener l'ordre en disant, bon, arrêtez les enfants, vous êtes en train de cramer les voitures de vos voisins, de ceux qui n'ont pas de transport et qui en ont besoin pour aller travailler. Et là, je dis, attention, si jamais il n'y a pas une réaction collective et qu'il n'y a pas un signal de la part des pouvoirs publics et du gouvernement, tout peut arriver. Vous savez ce que je regarde, moi, le matin en me levant? La météo et les programmes de télé. Ouais. Parce que je sais que lorsqu'il fait mauvais ou qu'il y a un bon programme de télé, ça va aller bien dans les quartiers. Vous vous rendez compte, un type comme moi, qui est un enfant du Sud, je suis né en Tunisie, j'adore le soleil, et quand je vois le soleil, je me dis c'est une catastrophe. Il faut changer ça, quoi, c'est pas possible. Vous êtes sorti un peu de la légalité, là, en refusant de faire un budget en équilibre. Oui, parce qu'à un moment donné, qu'est-ce que vous voulez faire? Ou je joue le notable tranquille en disant « Ah, monsieur le président de la République, monsieur le Premier ministre, vous ne me donnez pas assez d'argent, ne vous en faites pas. Je vais taper sur la culture, le sport, je vais enlever un certain nombre d'éléments qui permettent aux gens d'espérer une vie normale, ou je dis maintenant ça suffit. Vous me devez 75 millions pour cette année, ou vous les donnez, ou c'est vous qui ferez le budget. Mais je ne serai pas le porteur de mauvaises nouvelles pour la population de la Seine-Saint-Denis. » Alors, vous avez déclaré, je vais en finir avec la mauvaise image du 9-3. Oui. Vous avez niqué sa race à la mauvaise image du 9-3. Exactement. Exactement. Bien. Alors, Patrick, rebonsoir. Donc, bonsoir. Vous passez vos nuits à jouer au poker. Vous sortez avec une fille de 25 ans. Vous portez des bottines à 500 €. Ça va, la crise de la cinquantaine, Patrick? Ça se passe bien. Tu me restes ma Rolex. Vous l'avez, la Rolex? Alors, on a eu beaucoup de mails, évidemment, quand on sait que Patrick Bruel va dans une émission. On demande si être Patrick Bruel, ça aide avec les filles. Oui. Oui. Et beaucoup de mails aussi pour nous demander si vous avez déjà pris un râteau avec une fille et si au moins vous savez ce que c'est un râteau. Oui. C'est vrai. Oh oui. Patrick Bruel sait ce que c'est un râteau, oui. tu vois. On a tous eu une adolescence. Oui, ah oui, d'accord. Bonne nouvelle, votre site de poker en ligne Winamax a obtenu l'agrément. On est très content parce qu'il y en a qui ne l'ont pas eu. Hein. C'est 2 jeunes mecs qui ont racheté Winamax il y a quelques années. C'est Alexandre Ross, Christophe Chaming, les 2 créateurs de Caramel. Et Simoncini. Et là-dessus, Marc Simoncini est arrivé, créateur de Mythique. Et ils m'ont demandé d'associer mon image à ce site-là. Et au lieu justement d'accepter des fortunes à l'époque d'autres sites qui me proposaient d'être justement le prête-nom, je me suis dit autant tenter une aventure amusante avec ces jeunes mecs qui sont incroyables. Parce que moi, je connaissais rien à l'Internet. Pour dire la vérité, j'y connais toujours rien. Mais ils sont vraiment... Ils sont fantastiques. Ils ont créé Caramel, ils avaient à peine 20 ans. Simoncini a créé Mythique. Ce sont des gens qui ont un autre langage, une autre façon de voir et qui ont un pied dans l'avenir, et qui ont quelques coups à l'avance, ce qui touche beaucoup le joueur d'échecs que je suis. Alors, c'est quoi la différence entre votre site et les autres, à part que quand on perd de l'argent, on reverse une partie à Patrick Bruel? Non, alors il y a des grandes différences entre le poker et les sites de paris en ligne, ou les sites de casino, ou les sites de jeux où vous jouez contre le casino ou contre le site. C'est-à-dire que nous, les joueurs jouent entre eux. Nous sommes un organisateur de jeu. Il y a un prélèvement qui se fait sur les parties, un truc très minime. Mais en fait, les joueurs jouent entre eux. Mais tu vois pas les gens. Alors c'est du virtuel. Alors, parce que c'est plus facile du coup. Alors c'est à la fois... C'est quand on voit les gens que ça craint. C'est plus facile et plus difficile. Moi, je peux pas jouer au poker. Moi, ça se voit tout de suite. Justement. Donc, tu es une cliente. Je me fais avoir. Tu es une cliente mais tout de suite, je me fais des montées. Donc ça devient plus facile pour moi de jouer avec toi sur une table, une vraie table. Évidemment. Et plus facile pour toi de jouer sur Internet. Mais voilà. Mais c'est vraiment, donc tu vas me filer le vice du poker. Vous avez des psys qui luttent contre l'addiction. On a une cellule, bien sûr, puisque l'intérêt d'un site de poker aujourd'hui n'est pas ni de rendre les gens addictifs, ni de les ruiner. L'essentiel est de voir les gens... L'avantage, quand on joue au poker en ligne, quand tu es en slip, ça se voit pas. Exactement, tu peux jouer de chez toi. Les non, mais c'est vrai que l'intérêt, c'est d'avoir beaucoup de joueurs qui jouent un petit peu et pas trop longtemps. Mais combien de temps vous êtes capable de rester sans jouer au poker, Patrick?
Pour moi, très longtemps. Ah oui, Non, mais vous êtes pas 3 mois. addicté? Non, mais 3 mois, 4 mois, Ah ouais. voilà. Mais parfois, ça m'arrive de jouer 3 et- jours, 4 jours de suite. Si je suis à Las Vegas, comme la Ouais. semaine dernière, où j'ai fait quelques Ça le parties, fait, hein. je peux rester très longtemps à la table puisque je ne fais que ça. Il y a aussi World Poker Tour le mercredi à 22h45 sur Canal+. Voilà. Et puis, last but not least, le 7 septembre, à Édouard VII, Le Prénom, mise en scène par Bernard Murat. Ouais. Oh là, Ah, ça y est. Là. bien. Là, je suis très content parce Ouais. que ça fait quelques années que Bernard Murat voulait travailler avec moi. Depuis Le Limier, j'ai pas fait de théâtre. C'était bien le Ligné, je l'ai vu, c'était très merci. bien, ouais, vraiment. Et puis là, ils me disent, j'ai reçu ce texte-là, c'est 2 jeunes mecs, C'est des scénaristes de cinéma. voilà, mais qui n'avaient jamais écrit une pièce de théâtre, ils sont très jeunes, et ça s'appelle Le Prénom. Pour une fois, je peux faire un pitch. Ouais, ah bah, Un dîner chez mon meilleur ami qui est marié avec ma sœur. Il y a mon autre meilleur ami. Ma femme va arriver un peu plus tard. Ce soir-là, je reviens de l'échographie. Ils sont tous à me demander alors. Quelle échographie L'échographie de ma femme, pas la mienne. L'échographie. Mais oui. L'échographie de ma femme. Et alors, garçon ou fille, bon, c'est un garçon. Et alors, comment il va s'appeler? À ce moment-là, Ah oui. j'hésite un peu, je balance le prénom, ça crée un cataclysme, ça va remettre en question 30 ans d'amitié. Quoi, il s'appelle Oussama, le bébé? C'est à la fois- Écoute, viens voir la pièce. D'accord, mais j'y serai. Alors Patrick, vous avez déclaré « J'aime l'homme que je suis devenu Oui. ». Bah, en même temps, c'est vrai que vous êtes pas mal. Hein. Non, je veux dire que j'ai réussi à me rapprocher au plus près de ce qu'est ma personnalité. Physiquement, il n'a pas changé. Ça chante, ça aussi, non? Je n'ai pas changé. Oui, non, mais Ah, il va faire un disque, hein, mais pas tout de suite. j'ai pas vu venir arriver à la cinquantaine. Oui, moi non plus. On passe maintenant au dossier de la semaine avec l'édito de Blacko, et c'est Aymeric Mantoux, auteur de Voyage au pays des ultra-riches chez Flammarion, que nous retrouverons sur ce plateau après le magnéto. Le fric, c'est comme le cul. Ceux qui en parlent le plus sont souvent ceux qui en gagnent le moins. Je gagne 1200, 1370 euros. Pour vivre, On n'y arrive plus. En revanche, ceux qui gagnent des milliers et des cents préfèrent rester discrets sur le sujet. Mais les journaux publient régulièrement des chiffres. Le Figaro dresse la liste des acteurs et des chanteurs les mieux payés, VSD celle des animateurs, Capital fait la liste des patrons sans parler des footballeurs, des ministres, et forcément, c'est pas qu'on soit jaloux, mais ça donne envie de crier à l'injustice. Prenez Franck Ribou. Le patron de Danone a encaissé l'an dernier 8 350 000 euros de revenus. Autant dire 659 années de travail pour un smicard. Allez les gars, courage! Alors si on veut se remonter le moral, au lieu de se comparer avec les ultra-riches, mieux vaut se comparer au reste de la planète. Et ainsi, sur le site Global Rich List, avec 460 euros mensuels, un bénéficiaire du RSA fait partie des 14% de terriens les plus riches. Aux yeux de 86% de l'humanité, il passe pour un privilégié. C'est bizarre, mais j'ai pas vraiment l'impression que ça nous remonte le moral. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grave. Voilà. Alors, Aymeric Mantoux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef adjoint de l'Optimum et vous publiez chez Flammarion Voyage au pays des ultra-riches. À partir de combien d'argent est-on ultra-riche? 40-50 millions d'euros quand même. Par mois? Non, patrimoine. Ah d'accord. Non, parce que... Ben non, je suis pas ultra-riche. Il y a bien des gens qui gagnent 50 millions d'euros par mois. Hein. Par jour. Peut-être Patrick Bruel. Ouais. Par jour. Non. Ultra-riche, c'est combien, là? Ouais, ultra riche, c'est ça. C'est des gens qui ont un patrimoine d'au moins 50 millions d'euros et il y en a quand même 500 en France. Ah ouais. Et c'est un nombre qui a été multiplié par 5 Ouais. en l'espace de 10 ans. Ils étaient 100 il y a 10 ans. Ils étaient 100 Ils vivent en France ou un peu moins et ils vivent pas tous en France. Ah bah voilà. Bah Mais ils sont oui. peut-être rentrés depuis quelques semaines. Non. Ça, c'est ce qu'on nous dit, mais je suis pas sûr que ce soit vrai. Il y en a à peine 300 qui sont rentrés avec, malgré la loi TEPA, le bouclier fiscal. Ouais. C'est-à-dire qu'on en donne, il faut en donner encore plus. Et prendre un accord sur 50 ans pour que peut-être un jour ils acceptent de rentrer. Ça va pas, cette histoire. Hein. C'est-à-dire Alors, que justement, c'est ça le problème. ce qu'on apprend en lisant votre livre, Aymeric, c'est que, évidemment, les œuvres d'art, les vignobles, les yachts, les chasses, les châteaux que s'achètent les riches leur permettent non seulement de snober les autres,
mais surtout de payer moins d'impôts. C'est ça qui est extraordinaire dans son incroyable. bouquin. C'est-à-dire qu'il y a des niches fiscales qui profitent aux super riches, et ça, il y en a 73 milliards d'euros par an de niches fiscales pour les ultras. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez une propriété en Provence et que vous plantez des chênes truffiers, il y a des subventions déguisées, c'est-à-dire qu'on vous exonère d'impôts sur les bénéfices du produit des truffes. Donc c'est quand même extraordinaire, c'est-à-dire que c'est quand même pas donné à tout le monde. Alors, je donne des exemples. Par exemple, les propriétaires de chasse, ils touchent des subventions pour cultiver la nourriture du gibier. Ils font du sorgho pour nourrir leur gibier. Pour ensuite les tuer. Voilà. Et ils ont 25% de réduction d'impôts parce que c'est considéré comme un investissement. Et ce qui est pire que tout, c'est qu'en fait, c'est subventionné par la PAC. C'est-à-dire que tu as des paysans qui crèvent de faim et les mecs qui cultivent du sorgho pour nourrir leur gibier dans leur chasse, ils sont subventionnés. On est dans un pays où, au lieu d'essayer de faire en sorte qu'il y ait un petit peu de redistribution, plus vous avez d'argent, finalement, plus vous allez en avoir. Et comme c'est des gens qui peuvent avoir un patrimoine extrêmement diversifié, ils vont absolument pas subir les aléas de la crise. C'est-à-dire qu'en fait, paradoxalement, avec la crise, plus il y a la crise, plus c'est les gens qui vont gagner de l'argent. Je continue. Les yachts, par exemple. Les yachts. Qui a le plus beau yacht? Ceux qui ont les plus beaux en France, c'est Vincent Bolloré et Bernard Arnault. Celui de Bernard Arnault, 70 mètres de long, donc 280 000 litres de fuel pour le remplir. Ça fait combien le plein? Vous avez fait le calcul? Le plein, ils sont jamais faits en France, justement, les pleins. C'est ça qui est intéressant, parce que ça coûte moins cher de les faire ailleurs. Ouais. Donc, C'est-à-dire, si le mec il est en train de croiser au large de la Turquie, il va peut-être pas rentrer à Marseille pour faire le plein non plus. Ce qu'on apprend en lisant votre bouquin, qui est très intéressant, c'est qu'en fait, par exemple, le yacht de Bernard Arnault, il est enregistré à Guernesey et il bat pavillon des îles Caïmans. Ce qui fait qu'il ne paye pas de TVA. Oui, mais et il n'y a pas de charge sociale payée en France. Ce qui est génial, c'est que ça permet en fait d'échapper à toutes les enquêtes. C'est-à-dire que c'est même pas lui en nom propre qui est propriétaire. On sait qu'il est propriétaire parce que plusieurs personnes l'ont vu, qu'il a été pris en photo sur ce bateau, etc. Que des proches ont dit que c'était le sien, mais c'est en fait une entreprise voilà, dont le siège est effectivement dans un paradis et le bateau est lui amarré ailleurs. C'est vraiment insupportable. Mais c'est dégueulasse. Quand on voit la part, compris les paradis fiscaux, dans la crise que l'on vient de connaître, qui a failli emporter le système financier. C'est pas fini. Et c'est pas fini. Et que l'on continue à faire des salam-alek à ces paradis fiscaux en disant on en a besoin, y compris pour immatriculer ces bateaux. C'est impossible. C'est même l'ampleur de la crise et la misère que l'on connaît actuellement qui rend ce genre de choses insupportables. C'est insupportable. Moi, effectivement, je paye 45% de mes revenus aux impôts sur des salaires de 4 000 €. Et ces mecs-là, vous êtes en train de dire que sur toute leur fortune, ils filent moins que moi. Parfois, oui. C'est insupportable. Le Canard enchaîné avait publié la feuille d'impôt il y a quelques années de François Pinault, qui était à 0. Et pendant plusieurs années, par le biais de mécanismes fiscaux, il avait réussi à ne pas payer d'impôts. Il est français? Oui, bien sûr. Et l'identité française là-dedans? Ouais, il a un passeport français, il est français. Il n'a pas rencontré Besson, celui-là. Il a pas eu exactement. Alors, il y a les vignobles aussi. Les vignobles sont exonérés de l'ISF. Les droits de succession sont très faibles. Donc, tu peux t'acheter un vignoble. T'as arrêté de boire. Je suis con. Mais je n'ai jamais arrêté. Je n'ai jamais commencé. Excuse-moi. Mais oui, t'es vraiment con. Mais t'es con. Mais tu devrais quand même acheter un vignoble. Non, mais tout ça parce qu'il y a 20 ans, on se saoulait la gueule ensemble. Non, mais c'est lui qui m'entraîne dans le vice et qui me sort ça 20 ans après. Tu l'investis dans quoi ton pognon, toi? Alors, Je ne suis pas, je joue pas en bourse. Non, moi j'ai acheté une Tu mets en assurance vie? J'ai fait ça pour mes enfants, oui. Mais j'ai une maison en Provence, près d'Avignon. Alors, les œuvres d'art. Alors, les œuvres d'art sont exclues de l'ISF. C'est-à-dire que quand on a des tableaux, quelle que soit leur valeur, c'est pas comptabilisé dans l'impôt sur la fortune. C'est bien ça, Émeric. Ça, on doit ça à Laurent Fabius. Laurent Fabius. Et Jack Lang. Laurent Fabius, l'ami de Claude Bartholone, qui est fils... voilà. Non, mais attendez, qui est fils d'antiquaire. Ça s'explique. Ça s'explique quand même. Est-ce que je peux apporter un argument? Oui. À l'époque, je me souviens du débat qui avait eu lieu sur l'ISF. Et d'un seul coup, Jack Lang était venu défendre devant les députés socialistes qui voulaient tout prendre. Et il nous avait dit, attention, il n'y a rien de plus facile de faire partir à l'étranger qu'une toile de maître roulée. Ouais. Et donc, il a avancé l'idée de dire, attention, ça peut être aussi un affaiblissement du patrimoine culturel national. Alors, ce qu'il y a dans le livre d'Émeric, c'est que on peut déduire en fait les œuvres d'art du bénéfice imposable pendant 5 ans. Il suffit de les montrer. Donc tu t'achètes un tableau,
tu le mets dans un couloir. Tu le mets dans un couloir. C'est ce que beaucoup font. Et des grosses entreprises se donnent une image comme ça de mécènes des arts, et en fait, c'est juste des déductions fiscales habillées. Ouais. C'est-à-dire que moi, ce que je critique, c'est pas le fait d'avoir des œuvres d'art ou d'être riche, c'est juste le fait de passer pour un philanthrope ou pour un mécène, de dire nous, on vient en aide aux artistes, on conserve le patrimoine français, alors qu'en fait, ils le font pour une autre raison qui n'est pas tout à fait aussi avouable que Pour la payer moins première. d'impôts, en fait. Voilà, c'est aussi clair que ça. Mais c'est quoi une œuvre d'art? Hein? Par exemple, moi, quand j'achète des merdes au Mexique, c'est des œuvres d'art. Je peux pas les déduire de mes impôts? Non, tu peux les foutre dans ton ISF, par contre. Mais tu peux pas les exposer. C'est trop moche. Mais c'est une des niches, hein, il y en a plusieurs. Si vous investissez dans l'outre-mer... La loi Ponce. J'avais fait ça. Oui, t'as arrêté. Oui, bah j'ai arrêté l'hôtel aussi. Hein. Là, on est en train de parler de gens qui ne sont pas riches pour eux tout seuls. On parle de 500 personnes. Ils ont mis 4, un peu ça. 5 générations à l'abri. Ouais, ouais. En plus, vous voyez, même par rapport à ce discours sur l'égalité républicaine, l'idée de celui qui est petit enfant et qui se dit, après tout, j'ai pas d'effort à faire parce que j'ai un arrière-grand-père qui, lui, a travaillé, à un moment donné, comment vous voulez donner l'impression qu'il y a quelque chose qui peut être joué quand c'est une caste? Vous n'allez pas remettre en cause l'héritage. Là, pour mais le coup, moi, je remets en cause. Tant mieux. Ah, mais pour moi, je ceux remets en qui cause ont- Barcelone. Quand c'est un quepon, hein. C'est un gueudin. Hein. Ah ouais, non, mais attends, il est du 9-3, lui, hein, ça cherche pas. Je vais pas voter pour lui. Attends, mais lui, attends. Il y a même des milliardaires qui acceptent pas l'idée d'héritage. Par exemple, si on regarde Bill Gates, l'argent qu'il a donné à sa fondation, c'est une manière de dire je veux pas que mes enfants justement profitent de ça Enfin, ils gardent quand pour en même faire n'importe beaucoup. quoi. Mais Il garde beaucoup d'argent, je m'inquiète pas du tout pour ses Les enfants. taxes sur l'héritage sont plus élevées aux États-Unis qu'ils le sont en France. Ouais, mais enfin, ouais. écoute, Enfin, en France, c'est mais costaud, alors paraît-il, Non, mais, Non, mais alors, attendez, ce qui est ça a génial, bien On va pas baissé. prendre l'exemple par le pire. ça En peut tous aider les dans la cas, vie. je vous conseille la lecture du livre d'Émeric Montou, donc Voyage au pays des ultra-riches chez Flammarion. C'est très très bien, on apprend plein de trucs. Ça, je dois dire, il y a plein de trucs que je ne savais pas. Merci d'avoir été avec nous. Claude, je vais vous laisser filer. Merci d'avoir été avec nous. Nous sommes toujours en compagnie de Christine Bravo, de Patrick Bruel, d'Émeric Montou. Et nous accueillons notre invité du samedi 20h ce soir, Morgane Vallée. Morgane, bonsoir. Vous publiez chez O Éditions « J'ai toujours dit qu'il recommencerait », livre dans lequel vous racontez comment vous avez essayé de mettre en garde la police sur les chances de récidive de l'homme qui vous avait violé à l'âge de 13 ans. Et pas de chance. Vous aviez raison, puisque 8 ans après vous, il a violé et tué Marie-Christine Odo, la joggeuse de Fontainebleau. Voilà, la police et la justice ne vous ont pas écouté. Ce soir, nous allons vous écouter à 20h. En attendant, j'accueille Stéphane Guillon. C'est une remise de prix ou quoi? Oui, qui dit fin de saison dit Remise de prix. remise de prix. À vous, Stéphane, pour les prix de l'année. On commence avec un prix très disputé, Thierry, prix de l'explication la plus foireuse donnée à des journalistes pour justifier une connerie. Les nominés sont Frédéric Mitterrand pour sa phrase « Les garçons avec lesquels je sortais en Thaïlande avaient tous 40 ans ». Christian Estrosi pour avoir qualifié de soupente un appartement de 50 mètres carrés dans un hôtel particulier du 7e. Brice Hortefeux pour sa phrase « Je ne parlais pas du nombre d'Arabes, mais du nombre de photographes ». Le vainqueur est Frédéric Mitterrand. Aller jusqu'en Thaïlande pour se taper les hommes de 40 ans, c'est crétin. On n'apporte pas sa moutarde à Dijon. Prix de la boulette de l'année. Là, il est tout seul, c'est tellement énorme. Le vainqueur est Didier Lombard, le PDG de France Télécom, pour avoir dit « Il faut arrêter cette mode du suicide ». Je rappelle que cette semaine, un jeune homme de 24 ans a rendu hommage aux salariés de France Télécom en effectuant un saut à l'élastique sans élastique. Alors, prix de la boulette de l'année, il y avait aussi Rachida Dati qui laisse son micro ouvert quand elle dit qu'elle se fait chier à Strasbourg. Prix du plus gros mytho. Les nominés sont
Patrick Balkany pour avoir affirmé s'être tapé Brigitte Bardot. Et Valéry Giscard d'Estaing pour avoir sous-entendu s'être tapé Lady Di. J'étais fou d'elle, Thierry, j'étais fou d'elle. Elle était princesse de Galles, comtesse de Chester, duchesse de Cornouailles et baronne de Renfroux. Rien qu'à l'énoncé de tous ces titres, j'avais une demi-molle. Le vainqueur est Patrick Balkany. Une personne qui a eu besoin d'un flingue pour se faire une gâterie par sa secrétaire n'a pas pu se taper Bardot dans les années 60 sans employer la menace. Question de logique. Le prix J'ai pas eu de bol est attribué au président polonais Lech Kaczynski pour s'être craché en avion 2 jours seulement avant l'éruption du volcan islandais. Lech Kaczynski, qui n'avait eu aucun chef d'État à son enterrement, toujours à cause du volcan. Le volcan aurait pu lui sauver la vie, il lui a niqué sa mort. Prix, on nous a foutu les jetons pour rien. Roselyne Bachelot, pour son canular, vous allez tous crever de la grippe A. Prix du truc le plus crade. La dernière, c'était une Américaine qui avait gagné pour avoir mis son bébé dans un micro-ondes. Les nominés sont le père Murphy pour avoir abusé sexuellement de 200 enfants sourds et muets. Et les 4 militaires russes ayant piqué la carte bleue d'une victime du crash de l'avion de Lech Kaczynski. Le vainqueur est le père Murphy. Si les militaires russes, en plus d'avoir piqué la carte bleue, s'étaient tapé le cadavre, ils auraient gagné. Parfois, ça tient à rien. Prix de l'infidélité. Les nominés sont DSK, Tiger Woods et Franck Ribéry. C'est encore DSK qui gagne. Il n'y a jamais de suspense. Chaque année, il gagne. Prix du mauvais goût. La une de match avec Zaya, Domenech posant avec un myopathe, Laurence Ferrari voilée interviewant Ahmadinejad. Les 3 ont gagné. C'est tellement de mauvais goût, on n'a pas voulu qu'il y ait de perdants. Les 3 gagnent. Voilà, on se quitte. J'espère que la saison prochaine sera aussi riche que celle-ci. On peut encore mieux faire. Jean Sarkozy pourrait devenir directeur du FMI. Éric Besson pourrait prendre des miles sur sa carte Flying Blue à chaque fois qu'il expulse des sans-papiers. Pourquoi pas un ministre zoophile? On le surprendrait en train de se taper un jeune labrador dans un chenil de la SPA. Frédéric Lefebvre nous expliquerait qu'il faut multiplier l'orage par 7 et que par conséquent, c'est une atteinte à la vie privée du ministre. On va bien rigoler. À l'année prochaine. C'était Stéphane Dion, qu'on retrouve tout l'été dans les replays SLT. On passe maintenant à notre invité du samedi 20h. Morgane, rebonsoir. Bonsoir. Vous êtes né en 1987 et vous avez 5 ans lorsque votre famille déménage à Échilleuse, au fin fond du Loiret. Vous menez là-bas une existence paisible, sauf lorsque votre père boit. Vous avez 13 ans et vous rentrez en 4e lorsque le dimanche 1er octobre 2000, vous décidez d'aller frapper à la porte des voisins pour proposer de faire des ménages pour vous payer un ordinateur. Vous vous rendez chez la boulangère, qui n'est pas là, et son mari, Manu, vous propose d'entrer 5 minutes pour vous montrer le travail qu'il y aurait à faire. Et là, vous trouvez qu'il a une voix lente et un regard trouble qui vous rappelle celle de votre père quand il a bu. Vous avez peur à ce moment-là? Pas tellement, parce que je connais déjà cette situation, donc pour moi, je vois pas spécialement de danger, à part quelqu'un qui écoute de la musique forte, et puis Ouais. rien d'extraordinaire, quoi. Alors, ce Manu insiste et vous remarquez quand même que son sourire a disparu. Il vous pousse un peu dans l'escalier. Oui, là, je commence déjà à avoir un petit peu peur et à me demander si j'ai pas fait une erreur
en entrant chez lui par politesse pour pas le froisser. Ouais. Il vous dit que vous avez passé du bon temps tous les deux. Et quand vous êtes seul avec lui, il commence à vous étrangler. Et d'un seul coup, il se reprend, il vous dit, tu te rends compte de ta connerie? Si j'étais un taré, je t'aurais violé. On voit tout de suite la perversité du mec, quoi. Et à ce moment-là, je me dis qu'il a simplement voulu me faire peur et qu'il a voulu me donner une leçon, en fait, pour pas que je rentre chez les gens comme ça et que je ne fasse pas confiance sous prétexte que c'est le mari de quelqu'un que je connais ou le père de quelqu'un que je connais. Ouais. Alors, il vous jette dans la salle de bain, il vous ordonne de vous déshabiller. Il commence à vous ploter, quoi. Et brusquement, il vous dit, on s'en va. Il va chercher sa voiture. Et là, il vous assoit sur le siège passager et il met une bâche sur vous. Vous êtes attaché à ce moment-là? Oui, il m'attache dans la salle de bain, en fait, avec mes propres sous-vêtements. Là, vous essayez de vous échapper. Il y a 20 mètres pour s'échapper. Il vous rattrape et il vous met un gros coup de poing sur la tête qui vous fait saigner. Oui, ça m'a perforé le tympan droit, en fait. Là, il vous ligote avec du scotch. Oui, et là, il m'a bien ligoté. Même avec toute la volonté du monde, j'aurais jamais pu me défaire. Ouais. Là, vous vous dites, je vais mourir. Je m'imaginais atterrir dans une tournante avec beaucoup d'hommes un peu pervers ou dans un bordel où il n'y aurait eu que des autres filles ou d'autres petits garçons comme moi, en fait. Alors, la voiture s'arrête aux abords d'une forêt. Et c'est là qu'il va vous violer. Une fois qu'il vous a violé, il a l'air bizarre, un peu comme dessoulé. Bah, d'un coup, oui, il change complètement de comportement et du pervers agressif, il devient limite compatissant, tout gêné de ce qu'il a fait. Un peu comme quelqu'un, oui, qui aurait fait une grosse bêtise et qui veut se faire pardonner. Donc, il va même jusqu'à me prendre par la main pour me ramener à la voiture et très gentil avec moi en me disant que tout va bien se passer, qu'il ne dira jamais à personne, qu'il faut qu'on oublie ça, qu'il est vraiment désolé, c'est parce qu'il lui a pris. Alors ensuite, le manuel va vous violer une seconde fois et vous menace de mort si vous parlez et il vous dit, si tu parles, je te retrouverai. Oui, voilà, et puis il s'amuse à jouer avec moi parce qu'il m'étrangle jusqu'à temps que je commence à avoir la vision brouillée, il relâche, il me dit qu'il va me laisser partir, qu'en fait non, il va pas me laisser partir, il recommence à m'étrangler et comme ça, ainsi de suite, en fait. Ouais. De toute façon, je suis persuadée qu'il va me tuer et ça, personne ne me l'enlèvera. Pour moi, la seule chose qui m'a permis de m'échapper, c'est le fait que je sois à l'école avec son fils et que je connaisse bien sa femme et son autre petite fille, en fait. Ouais. Je me suis servi de ça, en fait, pour qu'il me laisse tranquille. Je lui ai dit que je ne le dirais pas parce que si je le disais, il irait en prison. Et donc, s'il irait en prison, ses enfants n'auraient plus de père. Et je pense que c'est pour ça qu'il m'a laissé partir. Sinon, il ne m'aurait jamais laissé partir. Au retour, vous racontez tout, évidemment, dans les sanglots. Votre père est assez dur. Il vous dit, j'espère que ce n'est pas des conneries et que tu ne vas pas nous faire déranger les gendarmes pour rien. Mon père était encore fortement alcoolisé. Et je pense que c'est sous le coup, en fait, du choc et de la colère et surtout de son état d'ébriété qu'il a eu un peu cette réaction-là, quoi. Alors là, évidemment, vous êtes détruite. Ce manuel est arrêté, il avoue tout. Et vous, à ce moment-là, vous avez hâte de retrouver votre quotidien. Vous voulez que ce soit comme avant, vous voulez tout oublier, mais malheureusement, tout a changé. Plus personne n'est pareil avec vous, vos frères, vos sœurs, enfin. Ils sont aussi dépassés que moi, je peux être en état de choc. Ils ne savent pas comment réagir et tout ça, donc... Au sein de ma famille, c'est difficile, mais ils restent assez égaux à eux-mêmes, en fait. Ils essayent justement de garder cet environnement que je veux retrouver. Et à l'école, comment ça se passe? Très mal. Au début, tout le monde est un peu aux petits soins avec moi. Malheureusement, ça ne va pas durer très très longtemps. Les gens ont commencé à s'éloigner de moi. Je suis devenue la cible des ragots et de vraiment c'est incroyable. Tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que la famille du violeur est dans la dèche, ils reçoivent des colis alimentaires. Ce qui me gêne le plus, c'est que les gens ont pu prendre son parti à lui et à celui de sa famille et nous traîner dans la boue. J'ai même été accusée en fait de prostitution. À 13 ans, c'est beau. C'est qu'après, je m'étais rendu compte qu'en fait, de porter plainte pour viol, ça rapportait plus d'argent que la prostitution. Ouais. Enfin, c'est un martyr ce que vous avez vécu, quoi. Oh, ben, on va même jusqu'à dire que
Je me suis sûrement fait violer, c'est fortement possible, mais que ça doit être mon père. Donc, comme je ne veux pas accuser mon père, j'ai accusé n'importe quelle autre personne. Alors, le procès se prépare, il y a beaucoup d'expertises, 2 expertises qui se contredisent. Oui, bah, c'est simple, il y a un expert qui a dit que il était un petit peu alcoolisé. Alors, sur le coup de l'alcool, il ne s'est pas rendu compte. Il a juste violé une petite fille de 13 ans. C'est pas très grave. Il ira aux alcooliques anonymes et puis on passera là-dessus. Par contre, il y en a quand même 2 autres qui ont dit que c'était quelqu'un de pervers, de très dangereux et qu'il n'avait aucun sentiment de culpabilité. Et peu importe la punition qu'on lui infligera, il ressortira dans le même état d'esprit à sa sortie de prison, en fait. Et qui recommandait un suivi psychologique et très rapproché. Alors, au procès, il prend 11 ans et vous touchez 12 500 €. Pas de suivi socio-judiciaire pour le violeur. Et on lui demande de ne pas m'approcher et de ne pas mettre le pied dans mon village, et plus d'aller aux alcooliques anonymes. Il ne respectera ni l'un ni l'autre. Alors au village, on jalouse la compensation financière que vous avez reçue et celle de vos parents. Et puis la vie reprend. Votre père fait une cure de désintoxication, vous tombez amoureuse. Vous vous dites, pas question de rester une victime à jamais. C'est ça. Sauf qu'un jour, vous faites des courses avec votre père et vous tombez sur la boulangère. Et au volant de la voiture, il y a Manu, le violeur, qui est revenu dans le village. C'est-à-dire que 5 ans après son incarcération, il a été libéré sous condition. Remise de peine. C'est comme ça. Alors normalement, il n'a pas le droit de venir au village. Il est censé être domicilié à Paris, mais il s'en fout, il vient quand même. Puis comme il était couvert par la moitié du village, tout le monde cachait ses allées et venues et tout ça, donc c'était un peu difficile pour nous d'avoir des informations. Je sais que mes parents faisaient tout derrière pour essayer d'arranger les choses. Et là encore, ils ont appelé la justice pour leur dire qu'il revenait dans le village alors qu'il n'avait pas le droit, et ils n'ont rien fait, quoi. Alors là, évidemment, quand vous le voyez rôder dans le village, vous paniquez, vous tentez de vous suicider, vous vous évanouissez pratiquement, vous vomissez, quoi. Crise d'angoisse et tout ça. Mais après, vu que je m'enfermais chez moi ou alors je restais sur mon lieu d'études, je ne le croisais pas. Je savais qu'il était là, parce qu'on voyait sa voiture, on savait qu'il était là par ce qu'on nous disait, mais je ne le croisais pas. Mais pour moi, c'était comme s'il était en permanence devant ma vue, quoi. Alors là, vous voulez écrire au procureur de Tours pour lui dire, enfin c'est insensé, vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas parce que vous êtes prise par la fac, par les études. C'est la rentrée, donc il y a pas mal de choses à faire, et puis je vais pas en avoir le temps, en fait. Ça, vous le regretterez toute votre vie. Oui. Parce qu'1 an plus tard, Manuel viole et assassine Marie-Christine Odo, la joggeuse de Fontainebleau. Voilà. Donc c'était pas l'alcool qui était responsable de votre viol, c'était sa nature profondément sadique et perverse. Il a recommencé, quoi. Vous dites, Marie-Christine Odo, je suis très proche d'elle, en fait, parce que j'ai vécu ce qu'elle a vécu et ça nous rapproche, quoi. Je connais pas cette femme, et puis je la connaîtrai jamais. Mais on a un lien qui pourra jamais s'effacer, c'est que je suis la seule à pouvoir savoir ce qu'elle a pu ressentir, voir ou vivre. Et je pense que je dois en fait parler pour elle, parce qu'elle, elle pourra pas parler, elle pourra pas raconter ce qui lui est arrivé, elle pourra pas dire les mots qu'il lui a dit, ce qu'il lui a fait. Parce qu'il y a un autre détail aussi qui est un peu troublant pour moi, c'est que c'est le même lieu, il l'a emmené exactement au même endroit, et à 2 jours près, c'est exactement la même date. Alors, il y a quand même eu quelque chose de positif, c'est que depuis votre affaire, la loi a évolué. Michel Alliot-Marie s'en est occupé. À chaque fois, on est obligé d'attendre un drame pour réécrire une loi qui est certes mieux sur le plan théorique que la précédente, mais qui n'est toujours pas applicable parce qu'on manque cruellement de moyens, que ce soit économiques ou humains. Est-ce que vous craignez le moment où il va sortir après sa 2e peine? Oui, parce que si au mieux il prend à perpétuité, ce sera 30 ans. Si on compte les remises de peine, ça fait 20 ans. Là, il doit avoir dans les âges de mes parents, donc il aura 60, 65 ans, mais il ressortira avec le même état d'esprit. C'est incroyable quand même que... Non, je ne sais pas ce qui vous reste de ce drame. En tout cas, vous vous êtes formidablement
battu pour vous reconstruire, pour arriver aujourd'hui sur un plateau de télévision en étant aussi sereine, quelle que soit la douleur, et aussi intelligible et sensible. C'est hallucinant aussi. Dites-moi, où est-ce que vous trouvez votre force? Vous êtes croyante? C'est incroyable. Non, du tout. Pour moi, quand je vois tout ce qui arrive, parce que je pense que mon histoire, elle n'est pas non plus exceptionnelle, vu tout ce qu'on entend à la télé, ce serait même à la limite plutôt banal. Je pense qu'il y a des gens qui vivent des choses plus dures. C'est de la résilience, en fait. Patrick? On est devant l'abominable, devant le déni, devant le manque de responsabilité des autorités. Ouais. Alors on a deux solutions à ce moment-là, où on se fout en l'air, ou on décide de survivre. Je trouve que c'est plus haut que le courage, c'est très touchant en tout cas. Ouais. De toute façon, ce sera toujours là. Donc après, c'est à nous de décider de soit vivre avec le passé, ou soit de vivre pour l'avenir. Et moi, j'ai décidé de vivre pour l'avenir. Et vous avez un fiancé? Actuellement, non. Ah bon? La télévision est parfaite pour ça. Non, mais sinon, j'ai des relations normales avec les garçons, comme n'importe quelle fille. Je suis une fille normale, quoi. Voilà, c'était Salut les Terriens avec Christine Bravo pour Foudre chez XO Éditions. Claude Bartolone, député PS de Saint-Denis, le trompas du 9-3. Patrick Bruel pour son site Winamax. Et le prénom à Édouard VII, le 7 septembre, mise en scène de Bernard Murat. Émeric Montou, merci pour Voyage au pays des ultra-riches chez Flammarion. Morgane Vallée pour J'ai toujours dit qu'il recommencerait chez O Éditions. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à faire cette émission. Je vous laisse avec la Coupe du Monde. Cameroun-Danemark. Les replays de la saison seront diffusés tous les dimanches de l'été à 13h55 en clair. Bonnes vacances. Salut les gars. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.